Bonjour mon lion. Salut! Comment ça va? Oh! Comment? J'ai dit un fist bump. Ok, on fait juste un fist bump? Fais un fist bump. Ok. Un sympathique Ok. fist bump. Tabarouette, hein? On rend ça. Merci d'accepter de venir à notre podcast aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invité. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de vidéos dans le contexte des entreprises. Oui, en fait, je trouve que c'est quand même un sujet qui est assez important parce que puisqu'on travaille dans une agence, on a quand même beaucoup de clients qui, en ce moment, nous posent la question, est-ce qu'on devrait commencer à faire des vidéos? Est-ce que ça vaut la peine? Puisqu'on sait que c'est quand même assez dispendieux comme mode de communication, comparativement à des photos ou simplement des textes que les gens vont publier sur LinkedIn. Donc, je suis ici aujourd'hui pour pouvoir vous expliquer un peu plus c'est quoi les grandes tendances en vidéo pour 2020. Les grandes stratégies, puis surtout pourquoi est-ce que les vidéos sont autant populaires en ce moment. Parce que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais... Ben oui, les vidéos, maintenant, tout le monde veut que des vidéos, les blogs, ça commence à être, mais un blog, on veut une vidéo aussi, ou du contenu audio et tout ça. Fait que là, les entreprises, de plus en plus, ils s'adaptent à ces changements-là. Ouais, puis je sais pas si tu l'as remarqué, en fait, mais si, par exemple, on prend simplement ton feed Facebook, on remarque qu'en ce moment, il y a quand même une grande tendance pour les vidéos ou même les GIFs animés, tout ce qui va vraiment bouger. Ouais. Puis, en fait, il y a une certaine partie qui est vraiment à cause de la préférence des consommateurs vers ce mode de communication-là. Mais on voit aussi une autre côté de la médaille où ça va vraiment être à cause de Facebook puis de Google eux-mêmes qui sont vraiment en train de mettre la promotion des vidéos comparativement en plus aux photos parce que pour eux, il y a quand même, c'est plus rentable. Donc, je viens expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est plus rentable pour toi de faire des vidéos, puis surtout pourquoi est-ce que ça pourrait, par exemple, aider ton SEO, pourquoi est-ce que tu pourrais avoir un site internet plus performant, puis que tes articles seraient juste plus visibles puisque tu as mis une vidéo à l'intérieur. Mais c'est plus rentable parce que les internautes demandent ça. Ils veulent de plus en plus. Oui, exact. En fait, là, ce qu'on a remarqué avec les vidéos, c'est que les gens, il y avait un temps d'attention qui était un petit peu plus diminué avec le temps. Pour te donner une idée, la moyenne de temps que les gens passent à regarder une photo sur Facebook est environ de 2 à 5 secondes. Puis, quand les gens ont commencé à réaliser que le temps d'attention baissait de plus en plus pour les photos, mais là, il y a beaucoup de marketeurs qui se sont posé la question comment faire pour réussir à capter l'auditoire un petit peu plus. Parce qu'on sait que si les gens ne regardent pas ton message, ils ne vont pas se souvenir de ta marque, de ton slogan et des produits que tu vends. Exactement. Donc, les gens, ils ont réalisé qu'avec les vidéos, le temps moyen à regarder la vidéo était beaucoup plus élevé. En moyenne, on parle de 6 à 15 secondes, tout dépendant du type de contenu, si ça soit promotionnel ou vraiment plus des vidéos plus de lifestyle ou juste des vidéos pour le plaisir. Exact, c'est ça. Puis, l'avantage de faire des vidéos, c'est surtout ça, c'est que si ton but, c'est de te faire connaître, si ton but, c'est que les gens ils se souviennent de ta marque ou de ton produit, ou exemple, on parle d'une compagnie qui a des produits ultra spécialisés, comme exemple dans le domaine de la robotique ou de l'ingénierie, souvent de faire des vidéos, ça peut aussi te permettre que ton end-user va être capable de mieux comprendre ton produit pour l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Et donc, si on complète le cycle de vente, les gens vont juste être vraiment plus contents d'avoir des vidéos qui sont un peu comme des tutoriels, un peu comme qu'est-ce qu'on voit sur YouTube. Puis d'ailleurs, tout ça, justement, le temps d'attention et tout ça, ça a un peu affecté, je dirais, la mémoire, puis la façon que les consommateurs ou les internautes procèdent cette information-là. Oui, je te dirais que le plus grand défi des médias sociaux, c'est de réussir à se souvenir de l'information. Si je te pose une question rapido comme ça t'es-tu déjà arrivé de simplement commencer à avoir une conversation avec quelqu'un, d'avoir une idée en tête, puis de même, pif paf, tu t'en souviens plus du tout? Ouais, souvent. C'est ça l'arrive quand même souvent. Puis, en fait, j'ai lu un article tout récemment de Reader's Digest qui parlait exactement de ce concept-là dans les médias sociaux. Puis, il expliquait en fait qu'il y avait beaucoup de ce problème de rétention de mémoire qui était causé par les médias sociaux, puis le trop grand nombre de stimuli que l'Internet nous procurait. Puis le problème, en fait, qui est lié avec ça pour les marketeurs puis pour les entreprises, c'est que les gens ils vont commencer à scroller de plus en plus vite parce qu'il y a une tonne
d'informations qui est disponible sur les médias sociaux. Carrément infini. Ah oui, c'est fou. Là, si on regarde Facebook, là, on dit que ta publication, 3 minutes après l'avoir publiée, est déjà trop loin dans le fil d'actualité pour que quelqu'un puisse juste l'avoir de manière organique. Il va devoir soit chercher ton nom ou avoir, exemple, un de ses amis qui a liké pour qu'il remonte en haut. Mais à la base, en 3 minutes, la publication est déjà ensevelie par la tonne de publicité, de publications de tes amis ou même les autres marques que tu suis. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'être, on va dire, compétitif dans le contenu que tu vas publier. Parce que si tu n'es pas capable de retenir l'attention de la personne, ton message, dans le fond, il devient useless. Donc, c'est pour ça que le vidéo, dans le fond, en étant interactif, en étant, tu sais, ça bouge, il y a de l'audio, les personnes accrochent plus. Ouais, ben quelque chose que j'ai remarqué, puis c'est quand même quelque chose que la plupart des gens vont aussi remarquer, c'est que les vidéos comparativement à une photo, il y a quand même encore un petit mystère qui va être relié à ça. Parce que, par exemple, si on prend une photo publicitaire ou simplement une photo que toi, tu viens de publier, mais les gens, ils ont l'information simplement en la regardant. Il n'y a pas d'autre chose. À part peut-être Instagram en ce moment qui ont développé le fait de peut-être mettre plusieurs photos dans un carrousel. Et tu ne peux pas voir la deuxième ou la troisième ou la quatrième photo sans prendre le temps de swiper. Qui est un peu le même concept. Là. Ce que tu veux, c'est vraiment de faire découvrir un peu les photos puis avoir un petit mystère. Mais avec les vidéos, c'est le même concept qui se passe. Tu vas avoir souvent comme un snippet ou une photo qui va essayer tant bien que mal de t'expliquer l'ensemble du contenu. Mais on sait très bien que si c'est une vidéo de 15 minutes, ben, le snippet il est vraiment pas explicatif du tout. Là. Tu vas manquer d'informations. Donc, les gens sont vraiment plus curieux puis ont envie d'aller voir sur la vidéo c'est quoi qui se passe, c'est quoi le message, c'est quoi le produit, c'est quoi le contenu. Là, on dit les vidéos, c'est bon. Les vidéos, idéalement, il faut en faire. C'est ça que les personnes veulent de plus en plus. Maintenant, ces vidéos-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que le SEO, qu'est-ce que notre positionnement va être affecté qu'on va dire, bon, ben, j'ai fait une vidéo, ça m'a rapporté quelque chose pour mon entreprise? Oui, ben en fait, au niveau du SEO, ça c'est quand même un des plus grands facteurs souvent que les entreprises vont considérer. C'est que au départ, on s'entend, si on prend Facebook puis si on prend Twitter, ça a vraiment commencé avec plus des messages textuels. Puis les messages textuels fonctionnaient, mais rapidement, les gens se sont tournés vers les photos. Puis en ce moment, on voit le même changement où que les gens se tournent de la photo vers les vidéos. Puis une des raisons, c'est à cause des nouveaux algorithmes de Google, de YouTube et de Facebook qui vont vraiment prioriser les vidéos aux autres types de contenus. Parce qu'en fait, quand on est une entreprise, on n'a pas le même compte et on n'a pas le même reach qu'un compte personnel. Et les comptes entreprises, ben, ils vont déjà être filtrés de manière à ce que les gens, même si tu le suis parce que c'est une entreprise de ton ami ou même parce que tu crois vraiment au produit, ils vont quand même te le filtrer un petit peu plus parce qu'ils savent qu'à la base, c'est quand même un peu plus des publicités. Puis ils veulent quand même pas ennuyer au maximum les utilisateurs. Mais en 2019, en fait, il y a un nouvel algorithme de Facebook qui s'appelle Why I'm Seeing This. Et dans cet algorithme, en fait, ils ont vraiment décidé d'aider à hiérarchiser la qualité du contenu que les gens voulaient voir. Et aussi, ils voulaient aider à hiérarchiser le nombre de réactions et la portée des messages pour être capable de vraiment offrir aux end-users ce qu'ils voulaient voir en premier, puis de limiter avec les publications qui sont, par exemple, soit mensongères, qui sont un peu fatigantes ou qui sont redondantes. Donc, c'est vraiment là, en fait, que Facebook a réalisé que les vidéos, c'était le contenu qui était le plus performant. Puis la raison pourquoi c'était le plus performant, ben, c'est parce que c'est lui qui suscitait le plus de mentions j'aime. C'est lui qui suscitait le plus grand nombre de réactions, comme exemple la tristesse, la colère, la joie, que vraiment Facebook a maintenant mis une panoplie pour être capable de mieux comprendre qu'est-ce que les gens ressentaient avec une vidéo. Puis c'est aussi les vidéos qui donnent le plus d'engagement final, comme exemple se rendre directement sur ton site internet ou même appeler en succursale ou visiter ton site web. Donc pour Facebook, c'était vraiment plus pertinent d'utiliser les vidéos, que ce soit pour les compagnies qui, exemple, payaient pour la publicité, mais aussi c'était plus pertinent pour les marketeurs ou pour les compagnies pour se faire voir de faire des vidéos. OK. Mais le vidéo seul encore, c'est pas la seule chose à faire. On a autre chose pour aller combler dans le fond, ce contenu-là. Je te dirais que les vidéos, c'est une belle fin en soi quand même, puis c'est une belle stratégie pour réussir à percer dans le monde des affaires ou à faire connaître ton produit. Mais ce qu'on conseille vraiment, c'est de faire des stratégies qui vont être jumelées ensemble. Comme par exemple, je sais que vous faites quand même beaucoup d'articles de blog, vous allez faire des sites internet pour des clients, puis ça va être souvent une visibilité sur le web, mais la vidéo, il faut quand même qu'elle ait la même stratégie. Parce qu'on va dire que tu fais une vidéo promotionnelle pour un nouveau produit. Ben, si ta vidéo, ben, tu fais juste simplement la mettre sur ta page Facebook, ben, elle va se perdre de manière naturelle, puis une semaine après, on n'en parlera plus. Mais par exemple,
si tu prends la même vidéo puis tu décides de dire, attends, je vais faire cette vidéo-là, je vais la publier de manière naturelle, mais ensuite je vais la mettre sur mon site internet dans les pages qui sont importantes pour ce type de vidéo-là. Ensuite, je vais, exemple, prendre la même vidéo puis faire du micro-contenu pour mettre sur différentes plateformes. Puis, exemple, ensuite, tu décides de prendre encore cette vidéo-là puis de la mettre dans des articles de blog. Mais là, tu viens de prendre ce même contenu puis d'en créer 3, 4 ou même 5 micro-contenus qui vont être capables de refaire mousser ta vidéo. Et de là, la pertinence. Donc, si je comprends bien, la vidéo, c'est multiplateforme. Donc, on peut avoir YouTube, on parle d'Instagram, ça peut être en micro format ou en mettons Insta TV, que c'est des plus longs formats. On peut la mettre sur notre page Internet et tout ça. Puis, relié avec ça, on fait du contenu supplémentaire qui va être, par exemple, la rédaction. Fait on fait une vidéo, comme là, on parle aujourd'hui de vidéo dans notre podcast. Ça, c'en est un. On peut faire ensuite une rédaction de blog qui va, dans le fond, se complémenter ce vidéo-là. Donc, c'est pas juste le vidéo sur plusieurs plateformes, c'est le vidéo qui va amener du contenu dans différents types de canaux. Oui, ben c'est ça. C'est souvent là que les personnes qui commencent en vidéo vont faire les plus grandes erreurs. C'est de se dire, moi, je vais dépenser 5 000 6 000 pour une grosse vidéo promotionnelle qui est super bonne. Puis effectivement, elle va être vraiment bonne, ta vidéo va être bien tournée, elle va être attrayante. Mais le problème, c'est si tu ne sais pas quoi faire avec cette vidéo-là pour réussir à la rentabiliser, c'est là que les gens vont se dire, hey, finalement, ça coûtait cher 5 000 pour ça. On parle strictement de positionnement. La vidéo, c'est pas encore the way to go. Ça l'aide, mais c'est pas la seule, la seule technique à faire. On doit avoir encore le bon vieux blog ou la bonne vieille écriture en dessous. Oui, c'est ça. Ben, souvent, la vidéo va venir compléter quelque chose d'autre. Si on prend le cas de YouTube, qui a été quand même vraiment propulsé dans cette direction-là depuis quelques temps. YouTube, ça va vraiment être une plateforme où que les gens vont publier des vidéos, mais il va y avoir plusieurs types de vidéos. Puis là, on voit vraiment énormément d'entreprises commencer à soit faire des vidéos sur YouTube ou même en créer sur cette plateforme-là pour ensuite la remettre, à l'intérieur d'un blog. Puis vraiment, ça va être vraiment une stratégie parmi tant d'autres. Par exemple, si tu décides d'avoir une vidéo tutoriel, puis que tu veux la mettre sur YouTube, mais tu veux aussi la mettre sur ton site Internet, bien, l'avantage de faire une vidéo pour ces plateformes-là, c'est que si ta vidéo sur YouTube performe vraiment bien, mais ton site Internet n'a pas de visibilité, bien, juste le fait d'avoir créé une vidéo YouTube qui performe bien, bien, YouTube, c'est un moteur de recherche, on s'entend. Donc, ça va aider l'une ou l'autre de tes plateformes à grimper au même niveau. Okay. Fait que c'est ça l'avantage. Quelqu'un qui décide de devenir YouTuber ou même de faire énormément de vidéos, puis là, il y a comme en moyenne 15 000 à 30 000 vues. Ben, après, si tu décides de prendre la même vidéo puis de la remettre dans ton article de blog ou sur ton site Internet, ben, automatiquement, la page qui va avoir cette vidéo-là va devenir très, très, très populaire simplement parce que tu as décidé de prendre le trafic d'un site vers l'autre. OK. Fait que les deux, dans le fond, sont presque codépendants. Puis quand un augmente, l'autre va avoir tendance aussi à augmenter. Depuis que YouTube et Google, c'est les mêmes propriétaires, on s'entend qu'ils s'influencent énormément. Puis c'est ça la beauté de la chose pour quelqu'un, c'est que si tu sais bien où mettre ton temps, ben, tu es capable de prendre ta vidéo puis que ta vidéo va performer un peu pour toi sur différentes plateformes. Puis on parlait entre autres avec Gary Vee, Vaynerchuk, puis Neil Patel aussi qui faisait carrément ça. Surtout, Neil Patel a fait un chiffre assez important faisait quasiment juste du blog, puis là maintenant, c'est rendu plus proche d'un YouTuber qu'un rédacteur. Ben, pour ceux à la maison, en fait, qui ne connaissent pas Neil Patel, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. C'est vraiment un marketeur qui est formidable. En ce moment, ben, si on regarde ses derniers contenus, c'est quasiment 80% des vidéos sur YouTube pour alimenter son site Internet, puis 20% articles de blog et rédaction. Donc vraiment, il est en train de faire un grand changement vers les vidéos. Puis il explique en fait dedans ses dernières stratégies, c'est vraiment une question de positionnement, une question de trafic. Puis on s'entend que ben, si l'ensemble des consommateurs désirent voir des vidéos, ben, en tant que marketeur, tu devrais lui donner des vidéos. Oui, parce que dans le fond, le but ultime, c'est de donner ce que le consommateur, le public veulent. Exact. Justement, je pense que tu avais aussi, parlant de ça, tu avais sorti une petite stat qui était vraiment intéressante par rapport à comment les entrepreneurs et les entreprises voyaient l'utilité de la vidéo. Oui, bien en fait, ça c'est quand même vraiment intéressant. Là. Justement, on a remarqué que en 2015, 78% des marketeurs considéraient les vidéos comme étant importantes dans leur stratégie marketing. Puis si on réalise en ce moment la même étude, ben c'est 92% des marketeurs qui disent que les vidéos sont importantes ou même seulement en 5 ans. Oui, vraiment. Vraiment rapide. Oui, ben en ce moment, on voit vraiment là, que les plateformes comme YouTube, mais même en ce moment, on voit TikTok apparaître. Mais il y a énormément de plateformes qui vont vraiment se baser
presque exclusivement sur les vidéos. Puis ça va vraiment influencer qu'est-ce que les marketeurs vont faire, puis qu'est-ce qui réussit encore à leur apporter du contenu. Puis ce qui est super intéressant, c'est que durant les mêmes années, fait que 2015 à 2020, en 2015, c'était seulement 33% des marketeurs qui disaient que les vidéos étaient rentables. Puis en ce moment, ben, en 2020, c'est 88% des marketeurs qui disent que c'est devenu rentable de faire des vidéos pour eux. Donc, on voit vraiment un grand changement. Et les gens, ben, en ce moment, ils sont capables de mieux exploiter les vidéos. Puis, ils sont capables de faire du ROI aussi avec. C'est vraiment le gros défi. Puis, en fait, ben, j'ai envie en ce moment de t'apporter un petit point là, pour te dire les choses qui sont populaires dans les vidéos. Puis, surtout pour vous à la maison, lorsque vous voulez faire vos premières vidéos, ou même si vous hésitez à vous lancer dans la réalisation, ben, il y a quand même des choses à faire, des choses à ne pas faire. Puis en fait, je t'ai fait une petite liste qui était justement une petite liste sur les choses qui fonctionnent en vidéo, puis surtout les grandes tendances de 2020 qu'on risque de voir apparaître sur nos écrans, que ce soit pour Facebook, mais aussi pour YouTube. Là. OK, donc, lance-moi ça. Ouais. J'écoute, je suis tout oui. Bon, mais écoute, la première chose qui fonctionne énormément dans les vidéos, ça va être des vidéos qui vont être vraiment plus courtes. Ouais. On le voit en ce moment. C'est partout, le micro-contenu, le TikTok, on est devenus tous un peu TDAH, on a besoin de contenu non-stop, rapide, direct au point. Ben, c'est surtout ça qu'on a remarqué, c'est que les gens, ben, ils ont de moins en moins de temps à accorder aux réseaux sociaux ou même aux plateformes web en général, mais les gens, ils vont y aller dans des laps de temps qui sont un petit peu plus courts. Donc, ce que les gens vont faire souvent, c'est qu'ils vont prendre leur téléphone, ils vont scroller environ 1-2 minutes, ils vont regarder ce qui était là sur le moment, puis ensuite, ben, ils sont un peu tannés, ils le referment, ils le remettent dans leur poche. 5 minutes après, ils vont recommencer encore. Donc, ce cycle-là favorise le micro-contenu, où est-ce que pour les gens, c'est beaucoup plus rapide d'avoir de l'information, mais aussi du divertissement. Là. On le voit avec TikTok, on va le voir aussi avec Facebook, qui se lance beaucoup aussi dans le micro-contenu, dans les GIFs ou même dans les vidéos de 5 à 10 secondes. Exact, oui, ben, c'est ça, même aussi les stories. Là. C'est du micro-contenu. Oui. Puis c'est ça, là en ce moment, déjà là, les gens sont en train de plus l'expérimenter, mais sont en train surtout de perfectionner le micro-contenu. Puis l'avantage, en fait, de faire du micro-contenu, c'est que les gens, ils veulent avoir un message qui est très rapide, mais surtout qui est très simple. Puis avec le micro-contenu, ben, si, exemple, tu décides de montrer ta nouvelle gamme de maquillage ou même ta nouvelle bière que tu viens de sortir, ben simplement le fait de faire une vidéo un peu attrayante qui dit « Regardez notre nouvelle bière », ben les gens, c'est tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir comme information. Ils ne voulaient pas avoir le avant, le après, le pourquoi, le comment. Ouais. Vraiment, juste l'awareness, c'est tout ce qui importe en ce moment dans le micro-contenu. Puis le micro-contenu aussi est quand même associé à un contenu qui est plus réel, qui est plus proche de l'humain, dans le sens que on n'a pas les flaflas, on n'est pas... c'est comme... toi et moi, en ce moment, on fait un contenu, c'est moins professionnel, c'est moins... Ça me fait penser un peu aux vidéos live qu'on voit sur Instagram ou même sur Facebook. Là. Mais c'est un peu le même concept. Ça va être des vidéos qui vont avoir souvent moins d'effets spéciaux à l'intérieur, moins de coupures, moins de montage. Puis pour les gens, mais c'est vraiment plus authentique, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun, en fait, de voir des vidéos où tu te dis, ce que je vois en ce moment, je sens pas qu'ils essayent d'avoir... un autre message derrière ou même que c'est trop beau pour être vrai, mais souvent tu le sais très bien que la vidéo elle a été tournée en 5-10 minutes. Ouais. C'est à peu près ça que tu as. Tu as une vidéo très réelle avec des gens qui sont normales à l'intérieur. Là. Donc on a le micro-contenu. Ouais. Ensuite? Ben, une autre chose que les gens ils font vraiment énormément en ce moment en vidéo, ça va être des vidéos qui vont être éphémères. Okay. Par exemple, si tu es une compagnie qui va faire de l'événementiel ou même que tu viens d'organiser un spectacle ou tu viens d'organiser, je sais pas, une inauguration, puis que tu sais que beaucoup de tes clients ne vont malheureusement pas pouvoir être là, les gens vont utiliser les vidéos pour être capables de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils ont manqué, pour quand même faire revivre l'expérience. Donc, en ce moment, les vidéos sont vraiment utilisées pour être capables de créer un événement en soi sur le net, puis d'être capable d'être partout à la fois. Okay. Je sais qu'il y a énormément de vidéos du Cirque du Soleil qui vont être faites comme ça, où est-ce que quand ils vont tourner, exemple, un spectacle, mais ils vont toujours mettre des micro-moments à l'intérieur pour montrer qu'est-ce que vous avez manqué du spectacle. Puis l'avantage pour la compagnie, c'est que, advenant que toi, tu hésitais pour t'acheter une paire de billets, bien là, tu viens de voir à peu près c'était quoi le calibre du spectacle, c'était quoi les effets à l'intérieur, la musique et tout. Fait que ça te donne vraiment envie d'assister au spectacle, puisque là, bien, malheureusement, tu l'as manqué. Si on prend exemple le cas d'Apple, t'es-tu déjà allé dans une conférence d'Apple, là, genre d'un lancement d'un produit? Là? Clairement, je pense, grande partie de la population, non? Mais non, c'est ça. Mais par exemple, personne n'y est allé, mais on sait tous à quoi ça ressemble. Ouais. On sait que c'est quand même des présentations qui sont grandioses avec une grande foule, puis aussi, ben, les visuels vont être réutilisés pour être
capable de créer ça, des micro-moments pour vraiment avoir un glance de c'était quoi l'événement que tu as manqué. OK. Intéressant. Ouais. Ou sinon, une autre chose qui est quand même assez populaire en ce moment, c'est d'être capable de faire des vidéos tutoriels. Tu sais, on en a parlé tantôt avec YouTube, qui était vraiment en train de prendre ce créneau-là. Mais en ce moment, il n'y a pas juste YouTube, là, il y a vraiment l'ensemble des médias sociaux aussi qui commencent à utiliser cette stratégie-là. Par exemple, en ce moment, ben, il y a Sephora qui l'a utilisé énormément, mais il y a beaucoup de compagnies de maquillage ou même des compagnies qui vendent des produits plus complexes qui aiment vraiment ce type de vidéo. Parce qu'advenant que tu décides de vendre un produit, mais c'est un produit avec soit une application qui est difficile ou même qu'il y a énormément de fonctionnalités, ben, d'être capable de sortir des vidéos tutoriels pour vraiment expliquer avec des gens qui connaissent ton produit comment faire telle tâche qui est complexe, ben, les consommateurs vont être juste vraiment contents. Là, parce que souvent, c'est ce qui va manquer. T'sais, si on prend, par exemple, la différence entre Photoshop et un autre logiciel d'édition de photos, la grande différence, c'est qu'il y en a un qui a énormément de tutoriels, il y a énormément de ressources. Puis souvent, c'est ça qui va faire le complément dans un produit. Fait que si tu vas rechercher sur YouTube après pour savoir comment ça fonctionne, déjà là, tu vas avoir tellement de tutoriels dans le fond Photoshop que tu n'as quasiment pas le choix de t'orienter vers ça. Non, c'est ça, ça donne vraiment envie pour la personne qui se lance dans, exemple, un nouveau produit ou qui hésite souvent, que ce soit au niveau du prix ou que ce soit au niveau justement de la complexité. Souvent, ça va être des gros freins à l'achat. Donc, avoir des vidéos qui sont tutoriels ou des vidéos qui vont expliquer la base de ton produit, bien, ça va vraiment être vraiment le fun pour le client. Ouais, puis on voit aussi une augmentation de la popularité des vidéos DIY, parfois un peu je dirais à la nécessité relative. Là. Je sais pas si tu as vu un peu... non, j'ai pas vu ça. Il y a les 5-minute craft. Ils sont vraiment populaires de ce temps-ci. En tout cas, moi, j'en vois passer vraiment souvent. Il y en a une c'est tonne pas de ça, très pertinent parfois, mais c'est très populaire sur YouTube, sur Facebook. Je les vois passer, puis c'est souvent plus de centaines de millions de vues. Fait que je me dis, il y a quand même un marché qui demande ce type de vidéos-là, ce type d'informations-là, ce type de divertissement-là. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant de comme 5 Minute Craft ou toutes les compagnies qui vont faire du micro-contenu un peu comme ça, c'est qu'on dirait qu'ils ont pris un ensemble de stratégies pour les mettre ensemble et de faire vraiment un tout qui va être une vidéo assez courte. Parce que en ce moment, c'est ça, on voit vraiment que les gens ils ont moins de temps accordé aux vidéos, la mémorisation est quand même complexe, puis aussi que le micro-contenu ou même les tutoriels sont assez populaires. Puis là, tu réunis tout ça dans un style de vidéo. Puis ça va être des vidéos où est-ce que tu vas avoir de l'inspiration à l'intérieur, tu vas avoir un message très clair en moins de 5 minutes la plupart du temps. Puis souvent, ben, le but de ce type de vidéo-là, c'est de t'inspirer, de te donner, exemple, une nouvelle recette ou même de te donner envie de faire quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment des vidéos qui réussissent à très bien cerner qu'est-ce que l'auditoire veut voir. Oui, parce que aussi, ces types de vidéos-là, c'est un espèce de ramassis de micro-contenu parce que c'est 5 minutes craft, mais c'est pas un DIY de 5 minutes, c'est quasiment 30. Ça dure quelques secondes chaque. C'est vraiment ultra simple, ultra rapide, ultra... tu fais ci, tu fais ça, tu rentres ça. Puis et voilà, c'est fait, on en passe à un autre. Fait que c'est tac, 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 c'est non-stop. On garde ton attention, puis on t'ennuie pas avec les détails. On va te chercher comme go, on veut retenir ton attention, on veut retenir du temps de visionnement. Oui, mais en ce moment, aux États-Unis, c'est ça, on voit quand même énormément de channels qui vont devenir vraiment très bon en micro-contenu, puis sont capables de bien l'exploiter. Si on prend exemple aussi le cas de Tasty, qui est assez populaire en ce moment dans le domaine culinaire, mais ça va être des vidéos qu'eux, ils vont vraiment utiliser vraiment bien le micro-contenu, mais à la base, ce qu'ils vont faire, qui est super intéressant, ils vont faire des vidéos un peu plus longues, des vidéos tutoriels de 5 à 10 minutes, 12 minutes, puis ensuite, ils vont être capables de la recouper avec leur meilleur shot pour faire l'équivalent, mais en 2-3 minutes pour Facebook. Puis ensuite, l'équivalent, mais en 20 secondes pour TikTok ou des choses comme ça. C'est ça. Donc, pour les entreprises, en 2020, si on fait des vidéos, principalement sur des produits, on se concentre vraiment sur cette technique-là. Donc, c'est fini le temps d'avoir des vidéos longues et explicatives avec, du B-roll très long. C'est vraiment maintenant, c'est un rythme qui doit être beaucoup plus effréné que ce qu'on avait auparavant. Bien, la plus grande question qu'il faut se dire lorsqu'on veut faire une vidéo, c'est où est-ce que je veux la publier, puis quel genre de personne aimerait voir ce type de vidéo. Donc, si, exemple, on prend le cas de YouTube, YouTube, en ce moment, c'est quand même une plateforme qui est vraiment autre, où est-ce qu'ils veulent vraiment se positionner comme étant quasiment des émissions de télévision. Là. La moyenne de temps, en ce moment, sur YouTube, c'est de 12 à 15 minutes. Puis, plus tu vas te rapprocher du 10 minutes à 15 minutes, bien, plus tu vas avoir la possibilité d'avoir soit des publicités à l'intérieur ou, justement, juste YouTube qui va te favoriser en te donnant plus de portée à ta vidéo. Tandis qu'exemple, sur Facebook, ben là, on va vraiment y aller avec des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. En ce moment, Facebook, ils disent que la moyenne des vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est de 15 à 30 secondes.
OK, fait qu'on Donc, est vraiment à deux spectres. Ils exact. séparent vraiment les audiences. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça la plus grande difficulté lorsqu'on veut faire une vidéo, c'est de comment faire pour la rendre attrayante autant sur YouTube que sur Facebook ou même sur TikTok ou les autres plateformes de micro-contenu comme IGTV. Là. Mhm. Ouais. Puis c'est vraiment là que les gens, ben, il faut se poser la question comment faire pour découper ta vidéo. C'est souvent là que les gens ils vont se tromper. Là. OK. Puis quand ils découpent les vidéos, justement, quel conseil tu donnerais de ce côté-là? Mais la première chose à faire lorsqu'on veut découper une vidéo, c'est de se dire qu'est-ce que les gens ils veulent voir et qu'est-ce qui est redondant. Mhm. Si par exemple on prend encore une fois là, une recette, Ouais. ben sur une recette, il va y avoir bien sûr la découpe, il va y avoir la cuisson et tout, mais il va y avoir aussi des moments un petit peu plus morts où est-ce que là on va attendre, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va pouvoir discuter à l'intérieur. Ben si on le tourne exemple plus à un style d'un vlog ou qu'on va vraiment avoir une conversation ou même en ce moment comme un genre de podcast là, où il n'y a pas vraiment de coupure puis il peut y avoir des silences à certains moments, ben ça va être déjà un peu plus attrayant pour YouTube avec un petit peu de coupe. Tandis que pour Facebook, mais là, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi les actions qui sont importantes lors de ton vidéo? Mhm. Donc souvent, ben, le premier conseil que j'ai à donner, c'est de te faire une feuille qui va vraiment avoir l'ensemble de tes plans, l'ensemble de tes actions clés, puis l'ensemble de tes coupes que tu dois faire. Mhm. Comme ça, quand tu vas avoir ta vidéo longue, ben, tu vas être capable de pouvoir la prendre, puis tout de suite avoir une idée de qu'est-ce qui va être pertinent à garder, qu'est-ce qui va être utile à enlever de ta vidéo pour faire du micro-contenu. OK. Ou sinon, une autre chose qui est super importante à faire, en fait, c'est d'être capable de poser des questions à ton end-user tout le temps. C'est quelque chose que la plupart des gens vont quand même oublier, mais lorsqu'on fait une vidéo, prenez le temps de le dire. Est-ce que vous avez aimé ma vidéo? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer pour une prochaine fois? Parce que la plupart du temps, on ne sort pas énormément de vidéos. Donc, c'est dur d'avoir un feedback, puis c'est dur de savoir qu'est-ce que les gens aiment, puis qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Parce que le but ultime, c'est quand même avoir un engagement auprès de ces visionnements-là. On fait pas une vidéo pour faire une belle vidéo, on veut créer une émotion, puis on veut créer un engagement avec la personne, que ce soit un commentaire, un like ou quelque chose qui approfondit cette expérience-là, dans le fond. Ouais. Ben, ça m'amène en fait à parler d'un dernier type de vidéo qui est assez populaire en ce moment. Puis ça va être les vidéos qui vont avoir à l'intérieur, justement, un storytelling, qui est quand même vraiment très importante. On le voit avec Dove, que tu as sûrement déjà vu leur vidéo. Ben oui, Écoute, qui n'a pas vu Dove? Les fameuses annonces émotionnelles de Ah, c'est fou. Dove avec la beauté de la femme et... Ouais. Mais tu sais, Dove, justement, ils ont vraiment très bien compris qu'est-ce que c'était un bon storytelling. Parce qu'à la base, si on se pose la question, du shampoing, du savon, c'est pas vraiment quelque chose de super attirant. C'est pas quelque chose qu'on va développer une forte relation avec ça. Puis on va faire ah oui, je suis donc bien content d'avoir acheté un savon aujourd'hui. Mhm. Mais c'est justement à ce moment-là que Dove se sont dit mais qu'est-ce que les gens ils veulent vraiment avoir? Puis le storytelling, c'est quelque chose, mais Dove ont décidé de s'impliquer avec une vocation, avec une cause qui était beaucoup plus grande que simplement du savon. Puis l'avantage en ce moment pour eux, c'est que quand tu as un bon storytelling, les gens vont se souvenir de ta marque et de tes produits sans même que tu aies besoin de les vendre. Mhm. En ce moment, justement, la plupart des gens, si on leur parle de Dove, il y en a beaucoup qui vont dire ah ben oui, ben Dove en ce moment, il s'implique pour une cause pour que les... en fait, une cause féministe. Mhm. Et l'avantage de ça, ben, c'est qu'en ce moment, ben, tout le monde associe leurs produits à cette belle cause-là. Mhm. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Mais le storytelling, en général, c'est vraiment quelque chose de très, très, très populaire. Là. OK. Mais le storytelling, on n'est pas toujours obligé d'y aller d'un côté émotionnel pour que ce soit efficace avec la personne qui va faire le visionnement du vidéo. Non, c'est ça, on peut y aller avec plein de types. En fait, le but d'un bon storytelling, c'est de réussir à accrocher les gens à ta vidéo, puis de les faire parcourir du début jusqu'à la fin. Mhm. Souvent, c'est là le problème, c'est que les gens, après 10-15 secondes, ils vont déjà être tannés de ton vidéo. Ouais, Puis c'est ils la vont vouloir rétention. Là. Oui, exact. Mais quand tu as un bon storytelling, mais c'est comme n'importe quoi. Quand tu es au cinéma puis que l'histoire est vraiment intrigante, ben, tu as envie de te rendre jusqu'à la fin. Tu vas pas partir en plein milieu. Tu vois là. pas le temps passer. Ben non, c'est ça, exact. Mais justement, le storytelling, si on veut utiliser cette stratégie-là, c'est toujours de se demander qu'est-ce que les gens ont vraiment envie de voir, puis qu'est-ce que je dois faire pour les garder attentionnés du début jusqu'à la fin. Attentif. Attentif. Oh, oui, j'aime ça. Attentionné, c'est malheureusement pas le bon mot. Oui, ben c'est vraiment ça. On en voit énormément des vidéos, par exemple, même des restaurants qui vont utiliser cette stratégie-là pour faire une vidéo qui va être le début de la confection d'un repas jusqu'à la fin. Mhm. Comme ça, du début jusqu'à la fin, au moins, il y a quand même une continuité logique dans la vidéo qui donne envie d'écouter le début jusqu'à la fin. Puis aussi, une autre stratégie que les gens vont faire, c'est de mettre son logo à des endroits qui sont importants pour réussir à bien se faire reconnaître. Souvent, dans les 5 premières secondes,
OK. Puis souvent à la fin aussi, parce que les gens qui se sont rendus jusqu'à la fin de ton vidéo sont vraiment plus sensibles d'acheter ou même de faire un appel à l'action. Mhm. Souvent, on considère que les gens, s'ils se rendent à la fin de ton vidéo, mais ils ont 33% plus de chances de faire un appel à l'action que des gens qui ont simplement écouté la moitié ou le quart, ou même les 10 premières secondes. Simplement parce que quand tu es rendu à la fin, tu es déjà vraiment plus intrigué par le produit, puis souvent ils t'ont convaincu. Là. Fait que c'est de là, encore une fois, que la rétention, c'est vraiment le but ultime de la vidéo. C'est que de créer une vidéo que la personne va écouter du début à la fin, qui va pas skipper, dans le fond, la moitié, ou il va skipper le milieu, ou peu importe. Non, c'est ça, vraiment. Donc, Guillaume, pour conclure, comment on fait pour faire une bonne vidéo? Ben, je te dirais que si on veut faire une bonne vidéo, il faut quand même avoir les bons outils à la base. Parce que souvent, ça c'est quand même un gros risque. Lorsque ta vidéo est vraiment très très bonne, mais tu vas avoir énormément de retombées positives, mais le contraire est aussi possible. Si ta vidéo va, par exemple, avoir un son qui est vraiment problématique, si ta qualité visuelle, à l'exemple, est trop sombre ou c'est trop bright, ou même c'est en 720p quand la norme en ce moment ça va être 1080 ou 4K, ben c'est toutes des choses qui vont quand même influencer sur ton message, puis aussi l'image que les gens vont garder de ta marque. Donc, c'est vraiment important quand même d'avoir les bons outils. Puis ce que je recommande en ce moment, c'est vraiment d'investir dans un bon son. Là. Si on commence dans les vidéos puis on ne sait pas dans quoi commencer, c'est vraiment d'investir dans le son parce qu'à la base, on pourrait filmer avec un iPhone, ça marche très bien. Il y a énormément de vidéos sur YouTube de gens qui sont capables de te montrer qu'avec un iPhone 7 en montant, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, si ton son, il y a vraiment un gros problème, si on entend un gros bruit ou même de l'écho, c'est vraiment là que les gens ils vont trouver ça le plus gros problème. Aussi, les autres choses que je conseille, c'est d'avoir un bon logiciel de montage ou vraiment de faire des coupes. Parce que c'est quand même niaiseux, là, mais juste d'avoir là, des petits moments qui sont, par exemple, un petit peu trop longs, quelqu'un qui a toussé, des bruits en arrière, ça va quand même influencer justement sur la qualité de ta vidéo puis comment les gens ils vont la percevoir. Puis on n'est pas non plus obligé de payer pour avoir un logiciel de montage. Non. Mais en fait, pour les gens qui ne le savent pas, je vous le dis tout de suite, là, allez downloader DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage gratuit. Vraiment, je vous le conseille. Là. On mettra le lien. Ouais, on va mettre le lien dans la description. Mais tu sais, il y en a énormément de gens qui vont penser qu'il faut toujours Premiere de Adobe, qu'il faut des choses qui vont coûter dans les 40, 50, 60 $ par mois. Mais maintenant, vraiment plus. Là. Puis même un iMovie avec Mac, ça peut fonctionner quand même très bien. Là. Ah, complètement. C'est ça. Vraiment, avoir des logiciels de base. Là, souvent, ce qui va faire la grosse différence, c'est vraiment juste des petites coupes, des fades aux bons endroits. Puis vraiment juste prendre le temps de te dire, si moi, quand je regarde ma vidéo, est-ce que je la trouve aussi bonne que les autres que je vois en ligne? C'est vraiment de faire un calibre qui est standard pour pas avoir un clash avec les autres vidéos, que ce soit au niveau de la qualité finale. Donc on n'est plus au règne des one take. Là. On prend le temps de couper, on prend le temps de faire un certain montage. Pas besoin d'être très complexe, pas besoin d'avoir, comme tu dis, avoir des gros fades, des transitions, puis tout ça, mais ça peut être quand même juste pour dire que ta vidéo a l'air légèrement plus professionnelle. Oui, complètement, mais c'est exactement ça. En ce moment, on est de moins en moins avec des vidéos avec des gros effets spéciaux, où ça va être des gros montages, des explosions. On le voyait plus dans le temps, mais en ce moment, ce que les gens veulent avoir, c'est de la sobriété. Puis ce qu'ils veulent avoir, c'est un message qui est ultra clair. Donc, si tu prends vraiment ton temps pour faire ta vidéo, puis au lieu de le mettre dans des effets spéciaux ou des introductions vraiment trop intenses, prends juste le temps de te faire une vidéo qui va être beaucoup plus claire, beaucoup plus sensée, puis axée sur un message que les gens veulent vraiment entendre. Puis là, en ce moment, tu as toutes les recettes du succès. Excellent. Ben, Guillaume, je te remercie beaucoup pour ton temps. Un gros merci. Puis au plaisir de te revoir. Yes.